Ma mère m'a dit, tu vas gâcher l'ambiance, reste chez toi. Alors j'ai obéi. J'ai ravalé mes larmes, j'ai éteint mon téléphone et je ne suis pas allée au mariage de ma propre sœur. Je pensais que c'était la fin de ma relation avec eux. Je pensais avoir touché le fond de la tristesse. Mais je me trompais lourdement. Le soir même, le scandale éclatait à la télévision nationale. Le marié avait frappé ma sœur devant 150 invités. Mais le véritable choc? Ce n'était pas la gifle. C'était ce que mon père allait m'avouer 3 jours plus tard, trempé jusqu'aux os sous une pluie battante sur le pas de ma porte. Une trahison à 85 000 € qui allait changer ma vie pour toujours. Avant de vous plonger dans ce tourbillon de secrets de famille et de trahison, j'aimerais savoir qui m'écoute aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, depuis quelle ville ou quel pays regardez-vous cette vidéo? Et quelle heure est-il chez vous en ce moment? J'adore lire vos réponses, cela me donne l'impression que nous sommes tous assis ensemble dans mon salon, prêts à discuter. Tout a commencé un mardi soir de novembre, typique de la région de Nancy. Il faisait froid, ce genre de froid humide qui pénètre sous les vêtements. Je venais de rentrer dans mon appartement après une journée épuisante. Je m'appelle Sidonie, j'ai 34 ans et je suis architecte spécialisée dans la restauration de bâtiments anciens. Mon métier consiste à prendre des ruines, des structures que tout le monde a abandonnées, et à leur redonner leur gloire d'antan. C'est un travail minutieux, qui demande de la patience et un amour profond pour les choses brisées. Ironiquement, c'était exactement le contraire de ce que je vivais avec ma propre famille. Ce soir-là, je me suis laissé tomber dans mon fauteuil en velours, un verre de Riesling à la main. Le silence de mon appartement était apaisant. Pas de cris, pas de reproches, juste le ronronnement du chauffage. J'ai sorti mon téléphone pour décompresser, faisant défiler machinalement mon fil Instagram. Des photos de chats, des recettes de cuisine, des publicités pour des voyages, et puis, soudain, mon pouce s'est figé. Le souffle m'a manqué. C'était une photo publiée par ma cousine éloignée. Sur l'image, ma sœur Mélusine, 26 ans, rayonnait dans une robe de mariée en satin blanc, un voile délicat posé sur ses cheveux blonds. À ses côtés, ma mère, Odette, ajustait la traîne avec un sourire que je ne lui avais pas vu depuis des années. Même mes tantes étaient là, un verre de champagne à la main. La légende disait, dernier essayage avant le grand jour. Mélusine et Gontran, pour la vie. J5 avant le mariage du siècle. J5? Dans 5 jours? J'ai relu la phrase 3 fois. Mon cœur s'est mis à battre si fort que je l'entendais résonner dans mes tempes. Un mariage. Ma sœur se mariait ce samedi. Et je n'étais pas au courant. Je n'avais reçu aucun carton d'invitation, aucun appel, aucun message. Rien. J'ai posé mon verre avec une main tremblante. Le vin a failli se renverser sur la table basse en chêne. Mélusine et moi, nous n'avions jamais été fusionnels. Elle était la petite dernière, l'enfant chéri, celle à qui on pardonnait tout. Moi, j'étais l'aînée responsable, celle qui devait comprendre, celle qui devait aider. Mais être exclue de son mariage? C'était une violence symbolique inouïe. J'ai cliqué sur la photo. Les commentaires défilaient. Magnifique, on a hâte d'y être, la plus belle des mariées. Des noms d'amis de la famille, de voisins de mes parents à Toul, de cousins que je n'avais pas vus depuis le lycée. Tout le monde savait. Tout le monde était invité. Sauf moi. Une nausée m'a prise. J'ai regardé par la fenêtre, les lumières de la place Stanislas brillaient au loin, indifférentes à mon désarroi. J'ai attrapé mon téléphone. Je devais savoir. Peut-être était-ce une erreur? Peut-être que le courrier s'était perdu? Je composais le numéro de ma mère. La sonnerie a retenti, longue, interminable. 1 fois. 2 fois. 3 fois. Finalement, elle a décroché. Allô, Sidonie? Sa voix était prudente, presque sur la défensive. Elle savait. Maman, dis-je, ma voix plus calme que je ne le pensais possible. Je viens de voir la photo de Mélusine. Elle se marie samedi. Un silence lourd s'installa à l'autre bout du fil. Un silence coupable. Oh. Tu as vu ça? Répondit enfin ma mère, Odette. Sa voix tentait de paraître légère, mais je percevais la tension sous-jacente. Je pensais qu'on t'en avait parlé. Non, maman,
personne ne m'en a parlé. Je n'ai pas reçu d'invitation. Est-ce que c'est un oubli? J'espérais encore. J'espérais bêtement qu'elle allait s'exclamer, s'excuser, dire que le facteur avait dû égarer l'enveloppe. Mais ma mère n'a jamais été du genre à s'excuser. Elle a soupiré, ce soupir long et théâtral qu'elle utilisait pour signifier que j'étais déraisonnable. Écoute, Sidonie. C'est compliqué. Tu sais comment est ta sœur. Elle est très stressée en ce moment. Stressée? Et alors? Je suis sa sœur, maman. C'est Gontran, lâcha-t-elle finalement. Et Mélusine aussi. Il pense que ta présence pourrait créer un malaise. J'ai senti mes doigts se crisper sur le téléphone. Un malaise? De quoi tu parles? Tu as toujours été très critique envers Gontran. Tu te souviens de ce que tu as dit l'année dernière? Tu as dit qu'il était irresponsable. Mélusine a peur que tu ne viennes que pour juger, que tu fasses une scène ou que tu regardes tout le monde de haut avec ton air supérieur. Je suis restée bouche bée. Juger? Irresponsable? Laissez-moi vous donner le contexte. Il y a un an, Mélusine avait lancé une boutique de vêtements en ligne. Une idée de génie, selon elle, soufflée par son petit ami Gontran, un courtier en bourse au sourire carnassier et aux promesses vides. Ils avaient flambé tout le capital en publicités inutiles et en soirées de réseautage. Quand les créanciers ont commencé à menacer Mélusine, c'est moi qu'elle a appelé en pleurant à 2 heures du matin. C'est moi, Sidonie, qui ai viré 22 000 € de mes économies pour épargner à ma petite sœur des poursuites judiciaires. Oui, ce jour-là, j'avais été dure. J'avais dit à Mélusine que Gontran était un parasite et qu'elle devait grandir. J'avais dit la vérité. Et aujourd'hui, cette vérité était utilisée contre moi pour m'exclure du jour le plus important de sa vie. Donc, parce que je l'ai sauvée de la faillite, je suis devenue la méchante qui juge, demandai-je, la voix tremblante de colère contenue. Ne commence pas, Sidonie, coupa ma mère sèchement. Tu vois? C'est exactement pour ça. Tu ramènes toujours tout à l'argent. Gontran vient d'une bonne famille, il a de l'orgueil. Il ne veut pas se sentir redevable le jour de son mariage. Mélusine veut une journée parfaite, positive. Elle a besoin de soutien inconditionnel, pas de tes leçons de morale. Les mots me frappaient comme des pierres. Soutien inconditionnel. Traduction, un carnet de chèques ouvert et une bouche fermée. Papa est d'accord avec ça? Demandai-je, cherchant un dernier allié. Ton père veut juste que sa petite fille soit heureuse. Il pense aussi qu'il vaut mieux éviter les tensions. S'il te plaît, Sidonie, pour une fois, ne sois pas égoïste. Laisse ta sœur avoir son moment. Si tu viens, tout le monde sera sur des œufs. Égoïste. Le mot résonna dans mon salon vide. J'avais passé ma vie à réparer leurs erreurs, à être la fille sage, l'architecte sérieuse, celle sur qui on pouvait compter. Et j'étais l'égoïste. Une froideur soudaine m'envahit. Ce n'était plus de la tristesse. C'était de la clarté. Ils avaient fait leur choix. Ils avaient choisi l'illusion de la perfection plutôt que la réalité de notre famille. Ils avaient choisi Gontran, le beau parleur, plutôt que moi. Très bien, dis-je doucement. Si ma présence est un tel fardeau, je ne viendrai pas. Je ne veux surtout pas gâcher sa journée parfaite. Merci de comprendre, chérie, dit ma mère, le soulagement évident dans sa voix. On t'enverra des photos. Elle a raccroché. Juste comme ça. Je suis restée assise dans le noir, le téléphone encore chaud contre mon oreille. J'avais envie de hurler, de casser quelque chose. Mais je ne l'ai pas fait. À la place, une question me brûlait les lèvres, une question que je vous pose maintenant. Mettez-vous à ma place un instant. Si votre famille vous disait que votre présence à un mariage est gênante parce que vous avez osé dire la vérité par le passé, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous insisté pour y aller? Auriez-vous coupé les ponts? Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait à ma place. Je vous lis. J'ai reposé le téléphone sur la table basse avec une lenteur délibérée. C'était fini. Pas de cris, pas de pleurs hystériques. Juste un déclic silencieux dans ma tête, comme une porte blindée que l'on verrouille à double tour. Je me suis levée et je suis allée vers l'étagère où trônait une photo encadrée de nous quatre,
mes parents, Mélusine et moi, lors d'un Noël il y a 10 ans. Nous sourions tous, mais en y regardant de plus près, on pouvait voir la fatigue dans mes yeux, et l'air triomphant de Mélusine qui tenait le plus gros cadeau. Avec un calme glacial, j'ai pris le cadre et je l'ai posé face contre terre. Puis, j'ai repris mon téléphone. J'ai ouvert Instagram. J'ai bloqué Mélusine. J'ai bloqué ma mère. J'ai bloqué mon père. J'ai bloqué mes tantes, mes cousins, et même Gontran. Chaque clic était comme couper un fil invisible qui m'étranglait depuis des années. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la survie. C'était une mesure d'hygiène mentale. Les jours suivants ont passé dans un flou étrange. Je suis allé travailler sur mon chantier à Nancy. J'ai discuté avec les maçons de la qualité du mortier, j'ai vérifié les plans de la charpente. Le travail a toujours été mon refuge. Les pierres ne mentent pas. Si une structure est pourrie, ça se voit. On ne peut pas cacher une fissure avec un beau sourire ou des excuses manipulatrices. Le samedi est arrivé. Le jour J. Je m'étais promis de ne pas y penser. J'avais prévu une journée parfaite pour moi, une longue promenade au parc de la Pépinière, un bon livre, et un dîner avec ma meilleure amie, Sandrine, la seule qui connaissait toute l'histoire et qui était, pour être honnête, plus furieuse que moi. « Ils ne te méritent pas, Sidonie », m'avait-elle dit en versant le thé. « Laisse-les avec leur cirque. Gontran est une bombe à retardement, et ta sœur tient l'allumette. » Elle ne croyait pas si bien dire. Vers 22 heures, j'étais chez moi, en pyjama, un masque à l'argile sur le visage. Je me sentais étrangement légère. Pas de robe inconfortable à porter, pas de sourire forcé à faire devant des oncles qui demandent pourquoi je suis toujours célibataire, pas de discours hypocrite à écouter. J'étais en paix. Ou du moins, je le croyais. Je venais d'ouvrir un livre quand mon téléphone, posé sur le canapé, s'est mis à vibrer. Une fois. Puis 2. Puis 10 fois d'affilée. Un bourdonnement frénétique, insistant, qui a fait remonter mes épaules vers mes oreilles. Des messages de collègues. Des messages d'anciens camarades de lycée. Sidonie, tu as vu ça? Mon Dieu, dis-moi que tu n'es pas là-bas. C'est en direct sur Facebook, c'est un carnage. Mon estomac s'est noué. Une boule de glace s'est formée dans mon ventre. J'ai hésité. Une partie de moi voulait jeter le téléphone par la fenêtre et continuer à vivre dans mon ignorance heureuse. Mais la curiosité humaine est une maladie incurable. J'ai ouvert le lien que Sandrine venait de m'envoyer avec 3 émojis tête de mort. La vidéo tremblait. C'était filmé avec un téléphone portable, probablement par un invité caché derrière un centre de table. L'image s'est stabilisée et j'ai reconnu la salle de bal d'un château prestigieux près de Nancy. Des lustres en cristal, des nappes blanches, des fleurs partout. C'était luxueux, trop luxueux pour le budget de mes parents, avais-je pensé brièvement. Au centre de la piste de danse, il y avait Mélusine. Elle était magnifique dans sa robe, mais son maquillage coulait et elle tenait une coupe de champagne vide à la main. Elle titubait légèrement. Elle avait pris le micro. Le son grésillait, mais on entendait clairement sa voix, pâteuse et imprégnée d'alcool. Et je veux juste dire à tout le monde, gloussait-elle, que Gontran est l'homme le plus chanceux du monde. Parce que même si j'ai fait des erreurs, même si j'ai revu mon ex la semaine dernière. Un murmure d'horreur a parcouru la salle. On pouvait entendre des gaspes, des « oh mon Dieu » étouffés. Mélusine riait, inconsciente du danger. Oh, allez, c'était juste un adieu. Gontran le sait, n'est-ce pas mon amour? On s'est tout dit. C'est ça l'amour moderne. La caméra a pivoté brusquement vers Gontran. Il était là, près de la table d'honneur. Son visage n'était plus humain. Il était cramoisi, ses yeux exorbités, les veines de son cou saillantes comme des cordes. Il avait l'air d'un taureau prêt à charger. Il s'est avancé vers elle. La foule s'est écartée comme la mer Rouge. « Tu fermes ta gueule », a-t-il hurlé. Sa voix a saturé le micro du téléphone qui filmait. Mélusine a souri, un sourire niais et provocateur. « Quoi? Tu es jaloux? Devant tout le monde? » Et là, c'est arrivé. Gontran a levé la main. Un mouvement large, violent, incontrôlé. Clac. Le bruit de la gifle a résonné comme un coup de feu dans la salle de bal.
C'était sec, brutal. La tête de Mélusine a basculé en arrière. Elle a perdu l'équilibre. Ses talons ont glissé sur le parquet ciré et elle s'est effondrée en arrière, droit dans la gigantesque pyramide de coupes de champagne qui se dressait derrière elle. Le fracas fut apocalyptique. Des centaines de verres se sont brisés en même temps. Mélusine gisait au milieu des débris de verre et du liquide doré, sa robe blanche se tachant instantanément de sang et de vin. Des cris. Des hurlements. La caméra a bougé dans tous les sens. J'ai aperçu mon père, Jocelyn, se jeter sur Gontran. J'ai vu ma mère, Odette, porter les mains à son visage, la bouche ouverte dans un cri silencieux. 2 témoins essayaient de ceinturer le marié qui continuait de hurler des obscénités. « Tu m'as humilié. Salope. Tu m'as humilié. » La vidéo s'est coupée brutalement. Je suis resté figé, le téléphone à la main, incapable de respirer. Mon esprit n'arrivait pas à traiter ce que je venais de voir. C'était grotesque. C'était violent. C'était une scène de film, pas la vie de ma petite sœur. Malgré toute ma colère, malgré mon exclusion, j'ai ressenti un frisson d'horreur. Personne ne mérite ça. Personne ne mérite d'être frappé devant 200 personnes le jour de son mariage. Mais au fond de moi, une petite voix sombre, une voix dont j'ai honte, a chuchoté. « Tu vois ? Tu avais raison. Tu avais raison à propos de Gontran. Tu avais raison à propos de tout. » Je n'ai pas eu le temps d'analyser ce sentiment. L'écran de ma télévision, que j'avais laissé allumé en fond sonore sur une chaîne d'information locale, a soudainement attiré mon attention. Le bandeau rouge Alerte Info clignotait. Une noce tourne au drame près de Nancy, intervention de la police au château de. C'était partout. C'était viral. Ma famille, qui voulait en sauver les apparences, qui m'avait exclu pour éviter le malaise, venait de devenir la risée de toute la région, peut-être même du pays. Et mon téléphone s'est mis à sonner. C'était ma mère. J'ai regardé l'écran. Maman. La photo qui s'affichait était celle d'une femme souriante, celle d'avant, celle que j'aimais. Maintenant, ce nom m'évoquait un mélange toxique de pitié et de colère. J'ai laissé sonner. 1 fois. 2 fois. Je savais exactement ce qui allait se passer si je décrochais. Elle allait crier, pleurer, exiger. Elle allait vouloir que je répare. Comme toujours. Sidonie, l'architecte, celle qui sait consolider les fondations, celle qui sait nettoyer les dégâts. Mais cette fois, les fondations étaient trop pourries. Le téléphone s'est tu, puis a recommencé immédiatement. Elle n'allait pas lâcher. J'ai pris une grande inspiration, j'ai bu une gorgée de vin pour me donner du courage et j'ai décroché. Allô ? Sidonie. Oh mon Dieu, Sidonie. La voix de ma mère était méconnaissable, brisée par les sanglots et l'hystérie. C'est une catastrophe. C'est l'enfer. Tu dois venir. Je suis resté calme, d'un calme olympien qui contrastait avec le chaos à l'autre bout de la ligne. Qu'est-ce qui se passe, maman ? Gontran. Il est devenu fou. Il a frappé ta sœur. La police est là, ils ont emmené ton père. Ton père a essayé de le tuer, Sidonie. Ils sont tous au commissariat central. Mélusine est aux urgences pour des points de suture, elle est en état de choc. Je suis toute seule ici, je ne sais pas quoi faire. Tu dois venir nous chercher. Tu dois aller voir ton père. Il faut payer une caution ou je ne sais pas quoi, je n'y comprends rien. Les demandes affluaient comme un torrent de boue. Viens. Paye. Répare. Sauve-nous. J'ai fermé les yeux. J'ai revu la scène de la gifle. J'ai revu mon père se faire menotter dans mon imagination. Et j'ai revu, avec une clarté douloureuse, le moment où ma mère m'avait dit au téléphone « Tu vas gâcher l'ambiance, reste chez toi ». J'ai rouvert les yeux. Je ne peux pas, maman. Il y eut un silence stupéfait à l'autre bout du fil. Les pleurs se sont arrêtés net. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? J'ai dit que je ne peux pas venir. Mais c'est ta famille. Ton père est en garde à vue. Ta sœur est blessée. On a besoin de toi. Tu es la seule qui garde la tête froide.
Maman, écoute-moi bien, dis-je, articulant chaque mot avec précision. Il y a 3 jours, tu m'as dit que je n'étais pas la bienvenue. Tu m'as dit que ma présence mettrait tout le monde mal à l'aise. Tu m'as exclu de la fête. Mais ça n'a rien à voir. C'est une urgence, hurla-t-elle. Au contraire, ça a tout à voir. Je n'ai pas été invitée au mariage. Par conséquent, je ne suis pas invitée au désastre qui a suivi. Je ne suis pas invitée au commissariat. Je ne suis pas invitée aux urgences. Tu voulais que je reste à ma place? Je reste à ma place. Je suis chez moi, comme tu me l'as demandé. Tu es un monstre, cracha-t-elle. Comment peux-tu être aussi rancunière alors que ta sœur saigne? Ce n'est pas de la rancune, maman. C'est du respect de soi. Appelle tes frères. Appelle les amis de Gontran. Appelle tous ces gens qui étaient assez bien pour être invités. Moi, je gâche l'ambiance, tu te souviens? J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. J'ai éteint mon téléphone complètement cette fois. J'ai fini mon verre de vin. Mes mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais de l'adrénaline de celle qui vient enfin de dire non. Le lundi matin, Nancy s'est réveillée sous un ciel gris, mais les ragots, eux, étaient en feu. Je suis arrivée à mon bureau d'architecte la tête haute, même si je sentais les regards peser sur moi. Dans le hall, la secrétaire, une dame d'habitude très discrète, avait le journal Les Républicains grand ouvert sur son bureau. La une était barrée d'un titre accrocheur, Noces des cauchemars au château, le marié menotté, la mariée à l'hôpital. Il y avait une photo floue, une capture d'écran de la vidéo virale. Quand elle m'a vu entrer, elle a essayé de cacher le journal maladroitement. « Bonjour Sidonie. »« Ça va ?» demanda-t-elle avec une sollicitude exagérée. « Bonjour Martine. »« Oui, très bien. »« Le café est prêt ?» Je n'ai rien laissé paraître. J'ai traversé l'open space. Mes collègues, d'habitude si prompts à raconter leur week-end, se sont tus à mon passage. Je savais ce qu'ils pensaient. La pauvre. Quelle famille de fous. Heureusement qu'elle n'est pas comme eux. À la pause café, mon collègue Pierre, avec qui je m'entends bien, s'est approché. Écoute, Sidonie. J'ai vu les infos. Je suis désolée pour ta sœur. C'est violent. J'ai remué mon café, regardant le liquide noir tourner. Merci Pierre. C'est malheureux. Mais tu sais, je n'y étais pas, ah bon? Je croyais. Non. Je n'étais pas invitée. Il m'a regardé avec des yeux ronds, puis un sourire complice s'est dessiné sur ses lèvres. Putain, tu l'as échappé belle. C'est le meilleur non-faire-part que tu aies jamais reçu. J'ai ri. Un vrai rire. Oui, je l'avais échappé belle. Si j'avais été là-bas, j'aurais probablement été celle qui s'interpose, celle qui prend des coups, celle qui gère la police. En m'excluant, il m'avait offert le plus beau des cadeaux, l'alibi parfait. Mais l'univers a un sens de l'humour cruel. Je pensais que le pire était derrière moi, que le drame public était le point culminant. Je me trompais. Le scandale public n'était que la partie émergée de l'iceberg. La véritable horreur, celle qui allait me briser le cœur et vider mon compte en banque, était encore cachée sous la surface, attendant son heure. Et cette heure est arrivée 3 jours plus tard, un jeudi soir pluvieux. Il pleuvait des cordes sur Nancy ce soir-là. Une pluie battante, froide, qui transformait les rues pavées de la vieille ville en torrents sombres. J'étais chez moi, en train de travailler sur les plans d'une maison de maître à rénover. J'essayais de me concentrer sur les lignes droites et les calculs de charge, loin du chaos émotionnel de ma famille. Il était 21h30 quand on a sonné à ma porte. Un coup timide, presque hésitant. Pas le coup de sonnette agressif d'un livreur. J'ai froncé les sourcils. Je n'attendais personne. J'ai regardé par l'éhuton. Ce que j'ai vu m'a fait reculer d'un pas. C'était mon père, Jocelyn. Il était là, debout sur mon paillasson, sans parapluie. L'eau ruisselait de ses cheveux gris, trempant son manteau beige, formant une flaque autour de ses chaussures. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 3 jours. Ses épaules étaient voûtées, son regard fuyant. Lui, l'homme fier, l'ancien chef d'atelier autoritaire, ressemblait à un chien battu abandonné sur le bord de la route. J'ai hésité à ouvrir.
La colère était toujours là, brûlante. Mais l'image de ce vieil homme trempé a réveillé un vieux réflexe filial que je pensais mort. J'ai ouvert la porte. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demandai-je, sans l'inviter à entrer. Il a levé les yeux vers moi. J'y ai vu une détresse insondable. Pas la colère de ma mère, mais une peur panique, brute. « Sidonie. » Sa voix était rauque. Je ne savais pas où aller. « Ta mère ne sait pas que je suis là. » « Tu es sorti de garde à vue ?» Il hocha la tête. Gontran n'a pas porté plainte. Pour l'instant. Il a trop peur pour sa propre réputation. Tant mieux pour toi. Maintenant, si c'est pour me demander de m'excuser auprès de maman ou de prêter de l'argent à Mélusine pour son divorce, tu peux repartir sous la pluie. Il secoua la tête frénétiquement, des gouttes d'eau volant autour de lui. Non. Non, ce n'est pas ça. C'est pire. Il fouilla dans la poche intérieure de son manteau trempé et en sortit une grande enveloppe en papier craft, tachée par la pluie. Il me la tendit avec une main tremblante. Tiens. Ouvre ça. J'ai pris l'enveloppe. Elle était lourde. C'est quoi? La raison pour laquelle on ne pouvait pas t'inviter, murmura-t-il, si bas que j'ai dû me pencher pour entendre. La vraie raison. On ne pouvait pas te regarder en face. Un frisson glacé m'a parcouru l'échine. Ce n'était pas à cause de mon jugement. Ce n'était pas à cause de ma personnalité. Il y avait autre chose. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une liasse de documents bancaires. Le logo de la banque brillait sous la lumière du couloir. En haut de la première page, il y avait une mise en demeure. Objet, remboursement immédiat du prêt, défaut de paiement, saisie immobilière imminente. Mes yeux ont parcouru les lignes. Le montant dû. Les dates. Et puis, au bas de la page, j'ai vu les signatures. Il y avait la signature de Mélusine. La signature de mon père. Et à côté, il y avait ma signature. Sidonie Lefebvre. Une imitation parfaite de ma signature. J'ai relevé la tête, le papier tremblant entre mes doigts. Papa. Qu'est-ce que c'est que ça? Il ne m'a pas regardé dans les yeux. Il fixait mes chaussons, comme s'ils étaient la chose la plus fascinante au monde. C'est un prêt à la consommation. Un gros. Je sais lire, criai-je, la patience m'abandonnant. Je vois que c'est un prêt. Je demande pourquoi il y a MON nom dessus. Pourquoi il y a ma signature? Je n'ai jamais signé ça. Il déglutit péniblement. Entre. S'il te plaît. Les voisins vont t'entendre. Je me suis écartée, le laissant entrer. Il est resté dans l'entrée, dégoulinant sur mon parquet, mais je m'en fichais. J'ai allumé la lumière vive de la cuisine et j'ai étalé les documents sur l'îlot central. J'ai commencé à lire et à chaque ligne, mon sang se glaçait un peu plus. Le prêt datait d'il y a 4 ans. 85 000 €. Objet du prêt, travaux et aménagements divers. Emprunteur principal, Mélusine Lefebvre. Caution solidaire, garant, Jocelyn Lefebvre et Sidonie Lefebvre. 4 ans. Murmurai-je. Il y a 4 ans, Mélusine voulait s'acheter cette voiture décapotable. Et elle voulait voyager en Asie après sa rupture avec Thomas. Vous m'aviez dit qu'elle avait gagné un concours. Elle n'avait rien gagné, avoua mon père d'une voix éteinte. Elle était déprimée. Elle menaçait de se faire du mal. On voulait l'aider. Elle avait besoin de se changer les idées. La banque ne voulait pas lui prêter, elle n'avait pas de revenus stables. Il demandait des garants solides. Et tu t'es porté garant. Ma retraite ne suffisait pas. Il demandait quelqu'un d'actif. Quelqu'un avec un bon salaire. Un architecte, par exemple. Je me suis senti vaciller. J'ai dû m'appuyer contre le comptoir. Vous avez volé mon identité, dis-je. Ce n'était pas une question. C'était un constat. On avait encore une copie de ta carte d'identité, celle que tu avais laissée à la maison quand tu as refait tes papiers, expliqua-t-il précipitamment, comme pour justifier la technique. Ta mère a imité ta signature. Elle a toujours eu une belle écriture, tu sais.
Tu es en train de me dire que maman a faussé ma signature pour endetter ma vie de 85 000 euros? Pour que Mélusine puisse aller bronzer à Bali et rouler en Audi? On pensait rembourser, pleurnicha Théil. Mélusine allait trouver un travail, Gontran gagnait bien sa vie. On ne pensait pas que ça finirait comme ça. Et les 1200 €, demandai-je soudainement. Une autre pièce du puzzle venait de s'emboîter, une pièce qui me donnait la nausée. Depuis 4 ans, je virais chaque mois 1200 € à mes parents. Ils m'avaient dit que c'était pour réparer la toiture de leur maison à Toul, qui fuyait. Ils disaient qu'ils n'arrivaient pas à joindre les deux bouts avec leur petite retraite. J'avais accepté, en bonne fille. J'avais même fait des heures supplémentaires pour pouvoir leur envoyer cet argent sans toucher à mon épargne. L'argent de la toiture. Dis-je, la voix blanche. Il n'y a jamais eu de fuite, n'est-ce pas? Il secoua la tête. C'était pour payer les mensualités du prêt. Comme Mélusine ne payait pas, la banque se retournait vers nous. On utilisait ton argent pour rembourser le prêt que nous avions pris en ton nom, sans que tu le saches. J'ai éclaté de rire. Un rire nerveux, hystérique, qui a fait sursauter mon père. C'est brillant. C'est absolument brillant. Vous m'avez volé mon identité pour prendre un prêt, et ensuite vous m'avez manipulé pour que je rembourse ce même prêt avec mon propre argent, tout en me faisant croire que j'aidais mes pauvres parents retraités. Et pendant ce temps, Mélusine vivait la grande vie. Et maintenant, demandai-je brutalement. Pourquoi tu viens me voir maintenant? Gontran est parti. Il a annulé le mariage, évidemment. Mais il a aussi contacté la banque. Il a dit qu'il ne paierait rien des dettes de Mélusine. La banque a découvert que les revenus de Mélusine étaient gonflés sur le dossier. Ils ont classé le prêt en contentieux. Ils réclament la totalité de la somme immédiatement. 85 000 €. Sinon, ils saisissent notre maison à Toul, et ils vont se servir sur tes comptes, Sidonie. Tu es caution solidaire. Voilà. La vérité nue. Ils ne m'avaient pas exclu du mariage par peur du malaise. Ils m'avaient exclu parce qu'ils ne pouvaient pas me regarder dans les yeux en sachant qu'ils étaient en train de me ruiner. Et maintenant que le navire coulait, le capitaine venait chercher le seul gilet de sauvetage disponible, moi. Quelque chose s'est brisé en moi à cet instant. Pas mon cœur. Mon cœur était déjà en miettes depuis samedi. Non, ce qui s'est brisé, c'est cette chaîne invisible de devoir filial qui me retenait prisonnière depuis ma naissance. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je suis devenue froide, efficace, précise. Je suis redevenue l'architecte. J'avais devant moi un bâtiment en ruine, une structure dangereuse qui menaçait de s'effondrer sur moi. Il n'y avait qu'une solution, la démolition contrôlée. Sors, dis-je à mon père. Quoi? Mais Sidonie, on doit trouver une solution. J'ai dit, sors. Laisse les papiers. Et disparais. Je vais réfléchir. Je l'ai poussé dehors, sous la pluie, et j'ai verrouillé la porte. Dès qu'il fut parti, je suis passé à l'action. J'ai sorti mon appareil photo professionnel, celui que j'utilise pour documenter les fissures sur les chantiers. J'ai photographié chaque page du dossier bancaire. La mise en demeure. Le contrat de prêt. Et surtout, cette signature falsifiée. J'ai zoomé dessus. C'était du bon travail, je devais l'admettre. Maman avait du talent pour le crime. Puis, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé la seule personne de cette famille qui avait une colonne vertébrale, Tante Zélie. La sœur de mon père. Elle était ancienne chef comptable, une femme rigide mais juste, qui avait toujours détesté la façon dont mes parents gâtaient Mélusine. Allô? Zélie? C'est Sidonie. Sidonie? Ma pauvre petite, j'ai vu les nouvelles. Quelle honte. Sa voix était forte et claire. Zélie, c'est pire que le mariage. J'ai besoin de toi. Ils ont imité ma signature. Ils ont pris un crédit de 85 000 € en mon nom. Il y eut un silence au bout du fil. Puis, un juron que je n'avais jamais entendu sortir de la bouche de ma tante catholique pratiquante. Ces imbéciles. Ils sont allés trop loin. Écoute-moi bien, Sidonie. Ne signe rien. Ne paie rien. Demain matin, je viens te chercher.
On va à la banque. On va faire une expertise graphologique. Je connais un expert. On va monter un dossier en béton. Le lendemain, vendredi, j'ai posé un jour de congé. Avec tante Zélie, nous sommes allés à l'agence du Crédit Agricole. J'ai demandé à voir le directeur. Quand je lui ai expliqué la situation, qu'il s'agissait d'une usurpation d'identité et de faux en écriture, il a pâli. Madame, c'est une accusation très grave. Cela implique votre propre famille. Je sais, monsieur. J'ai ici mes relevés de compte prouvant que je n'étais même pas dans la région le jour de la signature du prêt. J'étais en déplacement à Bordeaux pour un chantier. Voici mes billets de train et mes notes d'hôtel de l'époque. J'avais tout gardé. Je suis méticuleuse. C'est mon métier. Le directeur a regardé les documents. Il a regardé la signature. Il a compris. Si vous déposez plainte, dit-il doucement, la banque se retournera pénalement contre les auteurs du faux. C'est de la prison ferme, madame. Faux et usage de faux, escroquerie. Vos parents et votre sœur risquent jusqu'à 5 ans de prison et 375 000 € d'amende. C'était l'arme nucléaire. J'avais le doigt sur le bouton rouge. Je suis sortie de la banque avec les copies certifiées conformes. Tante Zélie m'a pris le bras. Tu vas le faire? Tu vas les envoyer en prison? Je l'ai regardé. Non. Pas si je n'y suis pas obligée. Mais je vais récupérer ce qui m'appartient. Et je vais m'assurer qu'ils ne pourront plus jamais me nuire. J'ai envoyé un message groupé à mon père, ma mère et Mélusine. Venez chez moi demain à 14 heures. Tous les 3. Si vous manquez à l'appel, je vais directement à la gendarmerie porter plainte pour usurpation d'identité. La réponse est arrivée en 10 secondes, on sera là. Le samedi après-midi, exactement une semaine après le mariage raté, mon salon s'est transformé en tribunal. J'avais préparé la scène. J'avais connecté mon ordinateur portable à la grande télévision du salon. J'avais disposé les dossiers sur la table basse, bien en évidence. Tante Zélie était assise dans le fauteuil du fond, tel un juge silencieux. Ils sont arrivés à 14 heures pile. Mélusine est entrée la première. Elle portait de grosses lunettes de soleil pour cacher son œil au beurre noir, souvenir de la gifle de Gontran. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'elle portait toujours son sac Louis Vuitton, un modèle à 2500 €. Un sac payé avec mon crédit frauduleux. Ma mère suivait, le visage bouffi, jouant déjà la comédie de la mère éplorée. Mon père fermait la marche, le dos voûté, n'osant pas croiser mon regard ni celui de sa sœur Zélie. « Asseyez-vous, ordonnai-je. » Ils se sont assis sur le canapé, serrés les uns contre les autres. « Sidonie. » Commença ma mère, la voix tremblante. « On est tellement désolés. On ne voulait pas te faire de mal. On était désespérés. » Silence, coupai-je sèchement. « Vous n'êtes pas ici pour parler. Vous êtes ici pour écouter vos options. » J'ai appuyé sur une touche de mon clavier. L'écran de la télévision s'est allumé. Slide 1, une photo agrandie de la fausse signature. Slide 2, le relevé des dépenses de Mélusine financées par le prêt. Voici ce que j'ai trouvé, dis-je calmement. Billet d'avion pour Bali, 1200 €. Hôtel 5 étoiles, 3000 €. Achat voiture Audi A1, 25 000 €. Shopping Galerie Lafayette, 4500 €. Je lisais la liste comme on lit un menu. À chaque chiffre, Mélusine s'enfonçait un peu plus dans le canapé. Au total, vous avez dépensé 85 000 €. De mon argent. Ou plutôt, de l'argent que la banque croit être le mien. Et en plus, je vous ai versé environ 57 000 € en 4 ans pour la toiture. Total du vol, 142 000 €. Ma mère a octé. Ce n'était pas du vol. C'était en famille. C'est la définition légale du vol et de l'escroquerie, maman, intervint tante Zélie depuis son fauteuil. Sa voix fit sursauter tout le monde. Et j'ai conseillé à Sidonie de vous envoyer tous derrière les barreaux. Mélusine se mit à pleurer. Je ne veux pas aller en prison. J'ai déjà tout perdu. Gontran m'a laissé, tout le monde se moque de moi sur Internet. Pitié Sidonie. Je les ai regardés.
Pathétique. Criminel. Et pourtant, ma famille. Il y a une autre solution, dis-je. Mais elle va vous coûter cher. Très cher. Je me suis penché vers eux, plantant mes yeux dans les leurs. La question est, à quel point tenez-vous à votre liberté? Le silence dans la pièce était total. On n'entendait que la pluie qui recommençait à tomber contre les vitres, comme un écho funèbre à leur situation. Quelle solution? Demanda mon père, sa voix n'étant plus qu'un murmure. Je sortis un nouveau document de ma pochette. C'était un acte notarié préparé en urgence par un ami de tante Zélie. Vous possédez un terrain à Toul. Le vieux vignoble hérité de grand-père. Celui que vous gardiez pour plus tard, comme investissement. Ma mère sursauta. Le vignoble? Mais c'est notre seule richesse. C'est pour notre retraite. Et on voulait le donner à Mélusine pour qu'elle construise sa maison plus tard. Bien sûr. Tout pour Mélusine. Plus maintenant, dis-je froidement. Ce terrain est estimé à environ 100 000 euros. C'est presque exactement ce que vous me devez, si on compte le prêt et l'argent que je vous ai envoyé, plus les intérêts et le préjudice moral. Je posai l'acte sur la table. Voici le marché, vous signez une promesse de vente et une donation immédiate de ce terrain à mon nom. Je le vends. Avec l'argent, je rembourse la banque intégralement pour fermer le dossier du prêt frauduleux avant qu'il ne devienne une affaire pénale. Le reste, je le garde pour me rembourser les sommes que je vous ai versées mensuellement. Tu veux nous dépouiller, hurla ma mère, retrouvant soudain de l'énergie. Tu profites de la situation pour nous voler notre terre. Je frappai du poing sur la table. Le bruit les fit taire instantanément. Vous m'avez volé, criai-je, perdant mon calme pour la première fois. Vous avez volé mon nom. Vous avez volé ma confiance. Vous avez mis mon avenir en danger pour acheter des sacs à main à cette gamine pourri gâtée. Je pointai un doigt accusateur vers Mélusine. Tu as 26 ans, Mélusine. Tu n'es pas une enfant. Tu savais très bien d'où venait l'argent. Tu savais que papa et maman n'avaient pas les moyens de te payer cet Audi. Tu t'es posé la question? Non. Tu as pris. Comme tu prends toujours. Je me tournai vers mes parents. Alors c'est simple. Option A, vous signez ce papier maintenant. Option B, je sors de cette pièce, je vais au commissariat avec Zélie, et je dépose le dossier complet. La banque portera plainte aussi. Papa, maman, vous finirez vos jours avec un casier judiciaire et une saisie sur votre retraite. Mélusine ira en prison pour complicité et recel. Choisissez. Vous avez 5 minutes. Je me suis rassise et j'ai croisé les bras. Ma mère pleurait, regardant mon père. Jocelyn, fais quelque chose. Dis-lui qu'elle ne peut pas faire ça. Mon père regardait le document. Ses mains tremblaient. Il regarda Mélusine, qui sanglotait en boule, son maquillage coulant sur son visage tuméfié. Il regarda Zélie, qui le fixait avec un mépris absolu. Et il me regarda moi. Pour la première fois de sa vie, il vit que je ne céderais pas. Il vit que la fille gentille et serviable était morte, tuée par leur trahison. Donne-moi un stylo, dit-il. Jocelyn. Non, cria ma mère. Tais-toi, Odette, rugit-il. C'est fini. On a perdu. On a triché et on a perdu. Tu veux aller en prison à 60 ans? Tu veux voir ta fille derrière les barreaux? Signe ce putain de papier. Il prit le stylo et signa l'acte de transfert de propriété. Il appuya si fort que la plume déchira presque le papier. Il poussa la feuille vers ma mère. Elle pleurait toutes les larmes de son corps, marmonnant des insultes à mon égard, me traitant de voleuse, de cœur de pierre, de fille ingrate. Mais elle signa. Enfin, Mélusine signa aussi, sa main tremblant tellement que sa signature ressemblait à une ligne brisée. Je repris le document. Je vérifiai chaque signature. C'était fait. Maintenant, partez, dis-je. Je ne veux plus jamais vous voir. Quand la vente sera faite et la banque remboursée, je vous enverrai la preuve. D'ici là, ne m'appelez pas. Ne venez pas ici. Vous n'avez plus de fille aînée. Ils se levèrent.
Ils sortirent de mon appartement comme des fantômes, brisés, vaincus. Ma mère ne m'a pas regardé. Mon père s'est arrêté un instant à la porte, a ouvert la bouche comme pour dire quelque chose, puis a renoncé et est sorti. Quand la porte s'est refermée, le silence est retombé. Je me suis tournée vers tante Zélie. Elle s'est levée, s'est approchée de moi et m'a serrée dans ses bras. C'est là, enfin, que j'ai pleuré. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon administratif, mais d'une nature libératrice. Avec l'aide de Zélie et de son notaire, la transaction a été rapide. Un voisin de mes parents a tout lorgné sur ce terrain depuis des années pour agrandir son verger. Il a fait une offre à 95 000 €. J'ai accepté immédiatement. Dès que l'argent est arrivé sur mon compte, j'ai exécuté mon plan avec une précision chirurgicale. J'ai remboursé la banque. Les 85 000 € ont disparu de mon compte aussi vite qu'ils étaient arrivés, éteignant la dette, les intérêts et la menace judiciaire. J'ai reçu une lettre de la banque confirmant la clôture du prêt et la levée de mon cautionnement. J'ai encadré cette lettre. C'était mon diplôme de liberté. Il restait 10 000 €. J'aurais pu les donner à mes parents. Après tout, ils étaient ruinés. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai gardé cet argent. C'était une fraction de ce que je leur avais envoyé au fil des années, mais c'était symbolique. C'était le prix de ma tranquillité. J'ai utilisé cet argent pour déménager. Je ne voulais plus vivre dans cet appartement où mon père était venu pleurer, où ma famille s'était assise sur mon canapé pour essayer de me manipuler une dernière fois. J'ai trouvé un magnifique loft à rénover dans le vieux Nancy, avec vue sur les toits. Un nouveau projet. Une nouvelle toile vierge. J'ai changé de numéro de téléphone. J'ai changé d'adresse email. J'ai prévenu la secrétaire de mon travail que si quelqu'un de ma famille appelait, elle devait dire que je n'étais pas là. Pendant des mois, j'ai parfois ressenti un vide. C'est étrange de devenir orpheline alors que ses parents sont encore en vie. Les dimanches étaient silencieux. Noël a été solitaire, passé avec Sandrine et sa famille. Mais ce vide était propre. C'était un vide sain, pas un vide rempli de toxicité et de mensonges. J'ai appris que la maison de mes parents à Toul avait été mise en vente peu de temps après. Sans l'argent que je leur envoyais chaque mois, ils ne pouvaient plus l'entretenir. Ils ont dû déménager dans un petit appartement HLM en périphérie. C'était triste, oui. Mais c'était la conséquence de leurs actes, pas des miens. Quant à Mélusine, les rumeurs disaient qu'elle avait quitté la région, honteuse, fuyant les regards moqueurs après la vidéo virale. Je pensais ne plus jamais entendre parler d'eux. Je pensais que le chapitre était clos à jamais. Mais la vie nous réserve parfois des épilogues inattendus. 3 ans ont passé. 3 ans de reconstruction, brique par brique, de ma vie et de mon estime de soi. Ma carrière a décollé. J'ai rencontré quelqu'un, un homme bien, qui connaît mon histoire et qui respecte mes silences. Un matin d'automne, j'ai reçu un petit colis au cabinet d'architecte. Pas d'adresse d'expéditeur, juste mon nom écrit d'une écriture que je reconnaissais vaguement, mais qui avait changé. Plus hésitante, moins bouclée. J'ai ouvert la boîte en carton. À l'intérieur, sur un lit de coton, il y avait un collier de perles. Le collier de grand-mère. Celui que Mélusine avait emprunté pour ses fiançailles et qu'elle n'avait jamais rendu, prétendant l'avoir perdu. Sous le collier, une lettre manuscrite. Sidonie, je sais que tu ne veux pas me lire. Je sais que je ne mérite pas ton temps. Je voulais juste te rendre ça. Je ne l'avais pas perdu. Je l'avais gardé parce que je voulais avoir quelque chose de précieux, comme toi. J'habite à Lyon maintenant. Je travaille comme caissière dans un supermarché. C'est dur, j'ai mal aux pieds le soir, et je ne roule plus en Audi. Mais pour la première fois de ma vie, je paie mon loyer avec mon argent. Personne ne m'aide. J'ai vu maman et papa la semaine dernière. Ils sont vieux, Sidonie. Ils sont ta mère. Ils parlent encore de toi, ils disent que tu es la méchante. Mais moi, quand je scannais les articles des clients toute la journée, j'ai le temps de réfléchir. Tu n'étais pas la méchante. Tu étais la seule adulte. Gontran s'est remarié. J'ai vu les photos. Ça m'a fait mal, mais moins que ce que je t'ai fait. Je ne te demande pas de pardonner. Je te demande juste d'accepter ce collier. Il est à toi. Il a toujours été à toi. Mélusine.
J'ai relu la lettre. J'ai imaginé ma petite sœur, la princesse gâtée, assise derrière une caisse enregistreuse, bipant des boîtes de conserve, apprenant enfin la valeur de l'argent et de l'effort. Une larme a coulé sur ma joue. Pas de tristesse, mais de soulagement. Elle avait grandi. Il avait fallu un cataclysme, une humiliation publique et une faillite familiale, mais elle avait grandi. J'ai pris le collier et je l'ai mis autour de mon cou. Les perles étaient froides contre ma peau, mais elles se sont vite réchauffées. Je n'ai pas répondu à la lettre. Pas encore. Peut-être un jour. Mais pour l'instant, savoir qu'elle était sur le bon chemin me suffisait. Je suis retournée à ma table à dessin. Dehors, le soleil perçait enfin les nuages d'automne sur Nancy. J'ai regardé les plans devant moi. Une vieille bâtisse que je devais consolider. Parfois, pour sauver une maison, il faut abattre les murs porteurs qui sont pourris, même si cela fait peur, même si cela semble dangereux. Il faut étayer, nettoyer et reconstruire sur des bases saines. C'est ce que j'ai fait avec ma vie. J'ai perdu ma famille ce jour-là. J'ai perdu l'illusion d'être aimée pour ce que j'étais, et non pour ce que je pouvais payer. Mais j'ai gagné quelque chose de bien plus précieux, ma dignité. J'ai appris que dire non est une phrase complète. J'ai appris que le sang ne fait pas la famille, le respect, si. On nous apprend qu'il faut toujours pardonner à la famille, qu'il faut toujours être là pour eux. Mais parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire, pour eux et pour vous-même, est de les laisser affronter les conséquences de leurs actes. J'ai coupé les vivres, et c'est ce qui a forcé ma sœur à devenir enfin une femme indépendante. Je ne regrette rien. Ni mon absence au mariage, ni la vente du terrain, ni le silence de ces 3 dernières années. Car dans ce silence, j'ai enfin trouvé ma propre voie. Et vous? Avez-vous déjà dû prendre une décision aussi radicale pour vous protéger d'un proche toxique? Avez-vous déjà été le banquier de votre famille jusqu'à en souffrir? Cette histoire est la mienne, mais je sais que je ne suis pas la seule. Si cette histoire vous a touché, ou si elle vous a rappelé votre propre vécu, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et laissez un « j'aime ». Mais surtout, partagez votre histoire dans les commentaires. Est-ce que j'ai été trop dure? Est-ce que Mélusine mérite une seconde chance? Je lirai chacun de vos messages avec attention. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous, et surtout, protégez votre paix. À bientôt.